Bonjour à toutes et à tous, on va commencer le webinaire. Merci de vous connecter un vendredi soir pour un webinaire sur un droit à un environnement sain. Il sera retransmis sur la chaîne YouTube de Notre Affaire à tous, publié après. Mais au moins là, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Toutes les questions seront dites à la fin des deux présentations. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire envoyer des questions dans le chat et on les note et on y répondra à la fin. Et je vais laisser la parole aux deux modératrices de la soirée, Agathe et Muriel, deux bénévoles de Notre Affaire à tous. Merci Clarisse, bienvenue à tous, merci pour votre présence. Donc ce soir on a le plaisir de recevoir trois invités que je vais vous présenter. Victoria Lichet, qui est avocate à New York et qui depuis 2022 est directrice générale de la Green Rights Coalition, qui est l'ancienne Global Pact Coalition. Cette association est membre de la coalition mondiale de la société civile, des peuples autochtones, des mouvements sociaux et des communautés locales pour la reconnaissance universelle du droit de l'homme à un environnement propre, sain et durable, laquelle coalition a eu le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 2023, pardon. Et donc, sous la direction de Victoria Lichet, la Green Rights Coalition s'est beaucoup impliquée dans la campagne européenne pour l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme portant relatif au droit à un environnement sain. Ensuite, notre deuxième invité est Paul Baumann, qui est avocat au barreau de Nantes pour le cabinet Ewen Avocat. J'espère que je le prononce correctement. Il est docteur en droit public et l'auteur d'une thèse qui s'intitule Le droit à un environnement sain et la Convention européenne des droits de l'homme. Et il a obtenu la qualification en fonction de maître de conférence en 2020. Et en plus de son activité professionnelle, Paul Baumann s'intéresse toujours au traitement de la question environnementale par la Cour européenne des droits de l'homme et publie des articles et participe à des colloques sur ce sujet. Et enfin, notre dernière invitée est Ilham Kombila, qui est docteur en droit, avocate en droit public et plus particulièrement en environnement, urbanisme et contrat au barreau de Montpellier et qui est également membre de Notre Affaire à tous. Elle est experte de l'action pour la protection des droits fondamentaux et en particulier de l'égalité. Et les contentieux dont elle se charge sont relatifs à la justice et aux discriminations climatiques et environnementales. Et en plus de ses activités d'avocate, Ilham Kombila est chargée de la gestion de projets de formation, enseignement, coordination de recherche, de conseils stratégiques destinés à des jeunes et à des acteurs publics ou privés. Voilà, merci beaucoup à vous trois d'être présents. Et donc, comme l'a dit Clarisse, comme vous le savez, la conférence porte sur le droit à un environnement sain. Donc très rapidement, pour introduire la notion, c'est un concept qui n'est pas nouveau, qui existe déjà en droit international et dans de nombreux droits nationaux, notamment en France. Et une résolution de 2022 de l'Assemblée générale des Nations unies l'a reconnu. De manière très générale, cela correspond au droit de chacun d'entre nous de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, qui soit compatible avec une jouissance satisfaisante des éléments de la nature dont nous avons besoin pour vivre, par exemple l'accès à l'eau. Voilà, maintenant je te laisse la parole Muriel pour l'échange. Merci Agathe. Bonsoir à tous. Bonsoir Victoria, bonsoir Paul. Donc on va commencer par un débat. Le principe de ce débat, c'est que je vais vous poser des questions et puis successivement vous allez répondre. Vous pouvez échanger entre vous et débattre du coup. Et puis si les participants ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et nos intervenants y répondront en fin de webinaire. Donc la première question que je vais poser, c'est est-ce que le droit à un environnement sain est un nouveau droit de l'homme? Et est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme le reconnaît en tant que tel? Victoria, je vous laisse commencer. Alors, merci Muriel. Le droit à un environnement sain, il est récent, mais il n'est pas nouveau puisqu'il a une cinquantaine d'années quand même. Déjà en 1972, lors de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement, les États ont adopté une déclaration, la déclaration de Stockholm, dont le premier principe reconnaît le droit à l'environnement sain.
Donc malheureusement, cette déclaration est non contraignante juridiquement, mais ensuite, ce droit a commencé à apparaître dans les constitutions nationales de certains États, notamment en Europe, à partir des années 70 également. Ensuite, au niveau régional, ce droit a été inclus, notamment dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 81, le protocole de San Salvador à la Convention américaine des droits de l'homme en 88 et ensuite la Convention d'Aarhus, la Charte arabe des droits de l'homme, la Déclaration, de l'Asie du Sud-Est sur les droits de l'homme et l'accord d'Escazú, en Amérique latine. Donc si je vous fais ce petit tour d'horizon, c'est bien pour illustrer que, non seulement le droit à un environnement sain, il n'est pas nouveau, mais surtout qu'il a été reconnu dans la plupart des régions du monde, par le biais au moins d'une convention régionale. Et donc, il est surprenant que le Conseil de l'Europe, qui est pourtant un leader en matière de droits humains, c'est le gardien des droits de l'homme, ne reconnaisse toujours pas ce droit. Donc, pour répondre à cette seconde partie de votre question, non, la Convention européenne des droits de l'homme ne reconnaît pas le droit à un environnement sain. Pour rappel, la Convention, elle date de 1950, donc c'est une époque bien antérieure à la prise de conscience des problèmes environnementaux actuels. Mais la Convention, elle n'est pas figée, puisqu'elle peut être complétée par des protocoles additionnels. Donc, par exemple, il y a eu le protocole additionnel reconnaissant le droit à l'éducation, par exemple. Donc, il y a quand même eu 2 tentatives, en 99 et en 2009, afin d'établir un protocole additionnel sur le droit à un environnement sain. Donc, ça a été pensé il y a quand même plus de 20 ans. Et c'est en 2021, une 3e tentative par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe que un nouveau projet de protocole est arrivé et ce protocole a reçu un soutien, on va dire, assez prometteur. En fait, c'est dans la même lignée que les résolutions de l'ONU que Agnès nous parlait il y a quelques minutes. Et donc comme pour ces résolutions de l'ONU, il va falloir un effort unifié de la société civile pour pousser les États à adopter ce nouveau protocole. Merci Victoria. Paul, vous avez quelque chose à ajouter sur le fait que ce soit un nouveau droit, justement Oui, bah, je vais rebondir sur la. En fait, non, c'est très clair. En fait, il n'y a pas de débat vraiment là-dessus. Hein. C'est vraiment un nouveau droit de l'homme, puisque, bah, en fait, Victoria l'a très bien rappelé, donc je ne vais pas rappeler, mais depuis les années 70, c'est reconnu dans le droit positif, enfin, des États. Et en droit international, le lien, il est fait dans la déclaration de Stockholm, et puis ensuite, il est fait dans tout un tas d'autres traités, notamment au plan plus régional, la Convention d'Aarhus. Et au plan régional, il y a aussi les traités. Il y a les conventions, la convention interaméricaine, il y a la charte des droits de l'homme et des peuples africaines. Là-dessus, il n'y a aucun doute. De même qu'en doctrine, le lien, il est aussi, la question du droit à l'environnement, elle est déjà abordée dès les années 60. Je songe notamment à la thèse du professeur Untermeyer qui déjà l'évoque dans une thèse des années 60. Et puis alors aussi, je voudrais aussi ajouter une chose. En ce qui concerne la question du protocole additionnel, parce qu'en fait, ça va être un petit peu aussi un des sujets centraux du débat, c'est qu'en fait, la question d'un protocole additionnel à la Convention, en fait, elle est déjà posée depuis les années 70. C'était le professeur Steiger, voilà, le nom m'est revenu. Et en fait, donc depuis les années 70, il y a cette question qui est abordée. En fait, elle est abordée. Elle sort vraiment des cartons dans les années 90. Il y a le premier projet, puis ensuite en 2009, mais systématiquement, ça a été rejeté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui représentent les États partis. Et puis, la Cour refuse toujours de le reconnaître. Le droit à un environnement sain. Même dans les arrêts du 9 avril dernier, elle le redit très clairement. En ce qui concerne le droit à un environnement sain, et c'est là où c'est assez, on pourra y venir tout à l'heure, je pense, dans les débats, mais elle n'hésite pas à reconnaître un droit à une protection effective contre les effets du changement climatique, mais pour le droit à un environnement sain, elle le dit très clairement. Elle le dit dans l'arrêt, je peux citer le passage intéressant. Elle réexplique un petit peu, parce qu'elle fait un bilan de sa jurisprudence environnementale, et elle dit que jusque-là, elle adopte une double perspective dans les affaires d'environnement. Et elle nous dit, c'est à partir de cette double perspective
qu'il convient d'appréhender, je cite, au regard de la Convention, la pertinence des récentes initiatives internationales en faveur de la reconnaissance d'un droit fondamental à un environnement propre, sain et durable. Il n'appartient donc pas à la Cour de déterminer si la tendance générale à reconnaître un tel droit fait naître une obligation juridique spécifique. Une telle évolution s'inscrit dans le cadre du droit international au regard duquel la Cour apprécie les questions portées devant elle sur le terrain de la Convention, notamment pour ce qui est de la reconnaissance par les parties contractantes d'un lien étroit entre la protection de l'environnement et les droits de l'homme. En fait, c'est très clair, c'est-à-dire que le projet de protocole, jusque-là, il a été enterré systématiquement par le comité des ministres, et la Cour, en fait, je pense que ça ne l'incite pas tellement à franchir le pas et à le faire d'elle-même. Et elle a, en fait, dans ce paragraphe, c'est le paragraphe 448 de l'arrêt suisse du 9 avril, elle dit clairement qu'elle renvoie la balle aux États. Donc ça va être vraiment, pour le coup, aux États d'adopter un protocole additionnel, sans quoi, finalement, dans le cadre de la Convention, le droit ne sera toujours pas reconnu en tant que tel. Je terminerai par là pour ne pas durer trop longtemps, mais la Cour continue de rappeler de manière systématique, je cite, la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, mais lorsqu'une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d'autres formes de pollution, une question peut se poser, alors en particulier sous l'angle de l'article 8. Donc voilà la situation. Justement, oui, du coup, c'est bien, ça fait la transition avec la deuxième question, justement, c'est comment, en fait, elle aborde, en fait, ce droit à environnement sain, comment sa jurisprudence garantit son application. Du coup, c'est pas directement ce qu'on a compris. Du coup, comment elle l'aborde, en fait. Victoria. Alors, soit je reprends la main, soit Victoria, tu y vas. Et puis. Allez-y. Oui, alors comme vous le disiez, Muriel, comme la Convention ne reconnaît pas le droit à un environnement sain, la Cour européenne des droits de l'homme n'aborde pas directement ce droit non plus, mais ça ne l'empêche pas de traiter de questions environnementales à travers d'autres droits individuels qui sont, eux, garantis par la Convention. Donc, il y a par exemple le droit à la vie, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un exemple très récent avec l'affaire des grands-mères suisses du 9 avril 2024, dont Paul parlait justement. Et je pense qu'on peut l'utiliser puisque c'est un exemple très concret, mais la grande chambre de la Cour donc, a conclu que la Suisse avait violé l'article 8 de la Convention, donc ce droit à la vie privée et familiale, en ne mettant pas en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre le changement climatique. Et en fait, c'est en partant des droits des individus, donc ici le droit à la vie privée et familiale, que la Cour a déduit un devoir des États en matière climatique. En fait, la Cour, elle a reconnu le droit à une protection effective du droit à la vie privée et familiale et on a l'impression que c'est vraiment le terme protection effective qui permet de déduire ce devoir des États. Et donc, en a découlé le fait que la Cour précise que les États ont le devoir d'adopter et de mettre en œuvre des mesures pour atténuer les effets du changement climatique. Et donc ici, surtout pour éviter une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et une augmentation de la température moyenne de la planète à des niveaux qui pourraient avoir un effet néfaste sur le droit à la vie privée et familiale et dans d'autres cas, sur d'autres droits de l'homme protégés par la Convention. Donc malgré l'absence d'un droit explicite à un environnement sain, la Cour, elle peut quand même statuer sur des affaires liées à l'environnement et c'est la preuve ici qu'elle peut jouer un rôle dans l'intégration des préoccupations environnementales dans le cadre des droits humains, même si la Convention ne reconnaît pas encore le droit à un environnement sain. Mais ce genre de cas montre aussi les difficultés rencontrées, que ce soit par les requérants pour prouver que leur droit a été violé ou par la Cour pour pouvoir juger qu'il y a eu un manquement des États. Et donc, l'importance ici d'adopter un protocole additionnel pour reconnaître explicitement ce droit. Merci Victoria. Oui, alors, Paul. Oui, du coup, je n'ai pas grand-chose à ajouter. En fait, applique-t-elle le droit à un environnement sain? Oui, mais de manière indirecte, et rarement nommée, c'est-à-dire que j'ai que deux affaires où elle parle d'environnement sain et protégé.
au titre de l'obligation positive tirée de l'article 8, c'est l'affaire Tatar et l'affaire Dissarno. Tatar en 2009, Dissarno en 2012. Et voilà, et en fait, des notions similaires, non, puisqu'en fait, finalement, elle le protège à travers des notions qui sont celles de la Convention et des droits qui sont dans la Convention, qui sont des droits qui ont été reconnus en 1950, des droits classiques, entre guillemets, donc les notions de vie privée familiale, vie privée, vie, de droit à un procès équitable. En fait, voilà, en fait, ça passe toujours par le spectre des notions purement conventionnelles et pas des notions propres à la protection de l'environnement. Et lequel elle mobilise le plus, en fait, d'après la jurisprudence, plutôt le droit au respect de la vie privée familiale ou le droit à la vie dans ces jurisprudences? Donc, il y a deux types de droits. Il y a les droits substantiels et les droits procéduraux. Et le fer de lance de la protection, c'est l'article 8, en fait. C'est vraiment le vecteur principal. Et donc, tout le problème, c'est voilà, comment la notion de vie privée, parfois la notion de vie familiale, de vie privée familiale, qui sont un peu interchangeables, mais qui ne recouvrent pas forcément les mêmes aspects, dans quelle mesure on peut considérer qu'ils peuvent être affectés par des atteintes à l'environnement. C'est ce que disait Victoria à la fin de sa remarque, c'est son intervention, c'est que en fait, tout va dépendre de la nature de l'atteinte à l'environnement et de la mesure dans laquelle c'est susceptible d'affecter un bien ressortant de la vie privée familiale. Et donc là, il y a quand même des étapes à franchir dans la démonstration qui ne sont pas nécessairement évidentes. Voilà, et donc en fait, après, donc elle l'applique à travers les notions qui sont les siennes, même si elle peut en effet quand même se servir d'instruments extérieurs ou quand même se nourrir de sources extérieures pour pouvoir pouvoir enrichir l'interprétation qu'elle donne des dispositions de la Convention. Hein, c'est d'ailleurs ce qui l'a amené à parler à un moment donné, voilà, affirmer l'existence. Enfin, elle ne l'a pas vraiment affirmé en fait, parce que l'arrêt suisse le montre, hein, c'est qu'elle refuse toujours quelque part, elle n'ose pas en fait franchir le pas d'une consécration jurisprudentielle du droit à un environnement sain et protégé, même si elle l'évoque parfois comme ça au titre de l'obligation positive, mais elle l'a fait que 2 fois en fait. Hein, donc voilà, oui, elle l'applique, mais ça reste par ricochet en fait. C'est l'expression qui est d'ailleurs tout le temps employée depuis longtemps d'ailleurs par la doctrine, par ricochet seulement. Voilà. Merci, Paul. Je vais passer à la question suivante, du coup, qui s'adresse plutôt à Victoria. Du coup, vous faites partie d'une coalition qui vise à inclure le droit à un environnement sain et durable dans un nouveau protocole additionnel. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette campagne elle a commencé et quelle serait vraiment la valeur ajoutée d'un protocole additionnel? Oui, donc comme je le disais, le projet de protocole additionnel, il a été proposé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2021. Donc même si ça date d'il y a 3 ans, il y a quand même aussi une des dernières recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire en 2024 qui réitère l'appel de l'Assemblée pour l'adoption par le Conseil de l'Europe d'un instrument juridiquement contraignant protégeant le droit à un environnement sain. Tout le problème dans ce process, c'est que évidemment le principal obstacle reste la volonté des États membres. Depuis 2021, donc ces 3 dernières années, les États n'ont pas vraiment montré de volonté de négocier ce protocole additionnel. Donc, pour pallier ce manque de volonté politique, une coalition européenne de membres de la société civile, donc principalement des associations, s'est formée, je dirais fin 2022 et fait campagne pour le droit à un environnement sain, dans un protocole additionnel. Donc cette coalition, elle regroupe des organisations telles que Amnesty International, Greenpeace, Ciel, Notre Affaire à tous ou la Green Rights Coalition et beaucoup d'autres, hein. Il y a des dizaines d'associations et donc on travaille ensemble, non seulement pour faire pression sur les États, mais aussi pour sensibiliser le public. C'est le but aussi de ce webinaire, c'est que beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu du droit et même certaines qui sont dans le milieu du droit ne comprennent pas forcément comment le droit peut être un outil puissant pour protéger l'environnement. Donc juste comme exemple de cette campagne, il y a une campagne de soutien sous forme de lettres
Donc la lettre, elle est rédigée aux membres du Conseil de l'Europe et elle est signée par des membres de la société civile à travers l'Europe. Elle a été lancée cette année. Pour le moment, on a un peu plus de 400 signatures, ce qui n'est pas non plus énorme, mais ces 400 signatures, la plupart, ce sont des associations, donc ça montre qu'il y a 400 signatures et beaucoup de personnes derrière. Je pense qu'on va vous partager le lien à la fin du webinaire. Donc, si ça vous intéresse, signez. Si vous pouvez signer au nom d'une association, c'est encore mieux. Si vous pouvez envoyer aux associations qui pourraient être intéressées, c'est encore mieux. Donc voilà, je pense pour la campagne et concernant la valeur ajoutée d'un protocole, je dirais que déjà, le droit à un environnement sain, il offre une protection complète contre l'ensemble des atteintes à l'environnement, puisqu'un environnement sain inclut 6 sous-éléments, on va dire. C'est un air pur, donc non pollué, un climat stable, une biodiversité et des écosystèmes sains, un environnement non toxique, des aliments produits de manière durable et de l'eau potable et des installations sanitaires adéquates. Donc un protocole permettrait de protéger en fait chacun de ces éléments du droit à un environnement sain, et chacun de ces éléments en fait est fondamental pour tous les aspects de la dignité, de l'égalité et de la liberté de l'homme. Et je pense que c'est vraiment le point le plus important la plus-value la plus importante d'un protocole. Mais il y a aussi la nature préventive du droit à un environnement sain, qui est une réelle valeur ajoutée, puisqu'en fait, la prévention en amont de la pollution et de la dégradation de l'environnement et de la biodiversité permet d'éviter beaucoup de violations des droits de l'homme. Donc, comme on le disait, violation du droit à la vie, du droit à la santé, qui implique donc un air non pollué, le droit à l'alimentation, et puis peut-être prochainement, on l'espère, le droit aussi à un environnement sain. Je pense que c'est tout. Merci. Paul, du coup, votre avis sur la place d'un protocole additionnel, l'apport d'un protocole additionnel Oui, sur la question de l'apport, oui, parce que sur la question de la campagne, je vais être moins à même d'y répondre, même si j'ai le souvenir d'avoir participé à un amicus curiae devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais je n'étais pas tout seul. C'était avec la chaire Normandie pour la paix, qui était à l'époque dirigée par Émilie Gaillard, qui a travaillé sur les générations futures. Je me souviens qu'on avait un peu réfléchi là-dessus, on était plusieurs à ce moment-là, et j'ai le souvenir qu'il y avait d'abord une question qui pouvait se poser, c'était de savoir quel était l'instrument, enfin, quel était le média le plus pertinent, le protocole additionnel ou alors carrément, alors là c'est très ambitieux, un système complètement à part, c'est-à-dire une nouvelle convention avec un nouvel organe de contrôle. Bon, ça, il semblerait qu'évidemment, ce soit quand même compliqué, puisqu'il s'agit vraiment d'une convention spécifique sur les droits environnementaux, etc. La question du protocole additionnel, finalement, c'est la solution peut-être la plus, en tout cas, la plus directement, qui pourrait être, en tout cas, plus facilement mise en œuvre. Mais toujours est-il qu'il y avait eu aussi une réflexion, moi, j'avais en tout cas eu cette réflexion sur deux choses, c'est-à-dire que d'abord, le protocole, il doit être pensé de manière systémique. Alors, sur le projet que j'ai pu voir, c'est le cas, donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'en fait, si c'est un protocole qui vise juste à reconnaître un nouveau droit, mais sans prévoir, sans préciser quels sont les principes qui sont mis en œuvre derrière et éventuellement les précisions procédurales qui permettraient en fait effectivement de le mettre en œuvre, c'est sûr que ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Ça, c'est le premier point, mais le deuxième point, et après j'en viens sur la valeur ajoutée, c'est peut y avoir un risque quand même, parce que en fait le problème c'est que soit on se place dans le cadre d'un protocole obligatoire ou facultatif, un protocole qui ne modifie pas en fait le mécanisme de protection, ça c'est un protocole facultatif qui vise simplement à amender la convention sur certains points. Le risque d'un protocole facultatif, c'est quoi? C'est que on ait une protection qui soit morcelée, puisque seuls les États qui ont ratifié le protocole seraient liés par le protocole, ce qui veut dire on aurait finalement, en matière de protection de l'environnement, quelque part, en tout cas sur le territoire européen, en fait, une protection qui serait morcelée en fonction. Alors ça peut être un peu
hein. Un danger, c'est peut-être un peu fort de le dire, mais un risque, voilà, d'une protection à plusieurs niveaux et à plusieurs vitesses. Et en matière d'environnement, on le sait, en fait, les solutions, elles ne sont pas individuelles quelque part, elles sont collectives. Donc si, par exemple, comme là, le protocole aurait vocation à entrer en vigueur dès lors que 5 États l'aient ratifié, il suffit qu'il y ait 5 États l'aient ratifié pour que... Mais s'il n'y a que 5 États qui sont finalement liés par ce protocole, en termes d'effet, en tout cas, que ça pourrait avoir sur la planète, entre guillemets, pour faire sur le global, est quand même plutôt limité. Donc ça, c'est voilà, le premier point que je voulais signaler, enfin souligner. Puis donc là, voilà, une sorte de limite, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et que ce n'est pas bien, mais il peut y avoir ces limites qu'il faut quand même garder, à mon avis, en tête. Et puis, là où ça a une valeur ajoutée, c'est que pour moi, ce serait plutôt sur l'effet que ça aurait directement sur la jurisprudence de la Cour. C'est-à-dire qu'en fait, ça lui donnerait vraiment, pour le coup, la légitimité dont, à mon avis, il ne se sent pas encore tout à fait investi pour pouvoir vraiment, de plein pied, à investir cette question-là, du droit à un environnement sain et protégé. Mais j'y viendrai peut-être après pour le climat, c'est un petit peu différent. Et puis, ça donnerait, pour le coup, on sortirait de la protection indirecte qui est toujours à l'œuvre en fait dans le cadre de la Convention, et ça donnerait au droit à un environnement sain la véritable autonomie dont il a besoin en fait dans le cadre de la Convention, et il serait plus pour le coup, il serait plus du tout dépendant des notions liées à la vie privée, etc. Parce qu'à chaque fois, il faut arriver à qualifier les atteintes à la vie privée, etc. C'est quand même relativement compliqué. Là, on aurait vraiment voilà, une autonomie et une autonomisation par rapport au reste des droits qui sont classiques, en fait, hein, qui sont reconnus par la Convention. Merci. Du coup, j'ai une question qui découle de celle d'avant, c'est on a quand même 42 États membres du Conseil de l'Europe sur 46 qui ont déjà reconnu un droit à un environnement sain dans leur ordre interne. Quels seraient vraiment les impacts pour eux d'un protocole additionnel? Pour ces États, le protocole, il encouragera donc probablement ces États à des changements législatifs et politiques supplémentaires, et donc garantira surtout que ces États remplissent leurs obligations en matière de respect et de protection et de mise en œuvre du droit à un environnement sain. Donc en fait, le protocole sera surtout utile pour les citoyens qui pourront invoquer le droit et les autres droits qui seraient reconnus dans le protocole devant la Cour. Et ensuite, le protocole, c'est vrai, établirait aussi des normes minimales communes pour le droit à un environnement sain. Donc, ça faciliterait aussi pour ces États une meilleure coopération transfrontalière et peut-être l'application de politiques environnementales communes. Merci Victoria. Paul, du coup, est-ce que Ouais, vous alors, avez là-dessus, moi, je pense en fait, ça va vraiment avoir une dimension incitative, ça c'est clair. Enfin, ça pour le coup, il y a, là, enfin, ça me paraît certain. Mais ça se fera en deux temps, c'est-à-dire qu'en fait, le protocole, il va d'abord agir sur la Cour et puis ensuite sur les États, c'est-à-dire par contre-coup, en fait, ce qui va d'abord permettre à la Cour de libérer en fait son action dans ce domaine. Et puis ensuite, cette action, évidemment, en fait, son action, elle vise à juger le comportement des États, qu'il soit un comportement actif ou inactif. Le plus souvent, c'est inactif. Enfin, quand les États sont traduits devant la Cour, enfin traduits, en tout cas, sont jugés, enfin, quand les États se retrouvent à répondre de leurs obligations devant la Cour en matière d'environnement, c'est toujours parce qu'ils n'ont pas agi, en fait. Hein. La plupart du temps, c'est ça. Hein. C'est parce qu'en fait, l'action insuffisante est souvent à la source d'atteinte environnementale. Généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas réglementé. Enfin, c'est souvent là-dessus qu'on va sur ce terrain-là, de la réglementation de l'activité industrielle, en fait, du secteur privé. Et donc voilà, donc ce sera en deux temps. Donc d'abord la Cour qui va libérer son action, et puis ensuite, en fait, qui sera de nature à davantage contraindre les États. Et je pense aussi que ça va les inciter, alors ça c'est le premier point, plutôt en deux temps, mais aussi à peut-être utiliser plus franchement les droits de l'homme en fait en matière, enfin pas les États, mais les juges nationaux. Moi je pense notamment au juge administratif qui est quand même
plutôt réticent à utiliser les droits de l'homme. Enfin, moi, je trouve que c'est assez flagrant, le juge administratif, à utiliser les droits de l'homme pour baser finalement, voilà, pour fonder des décisions juridictionnelles. Généralement, en fait, moi, ce que je constate, c'est que la charte de l'environnement, elle est quand même relativement peu utilisée. Elle est plutôt, enfin, de manière générale, c'est plutôt négligé. Et de manière générale, quand on invoque les droits garantis par la Convention devant le juge administratif, celui-ci, enfin, ce que je constate, c'est que le juge administratif, quand il a un fondement national, une loi, enfin, un texte qui lui permet de constater une carence, en tout cas, voilà, de condamner l'administration, enfin, en tout cas, soit d'annuler un acte administratif, ou soit, enfin, peu importe, mais en tout cas, quand il généralement, il donne droit aux requérants, c'est rarement sur le fondement des droits de l'homme et des droits fondamentaux, et en particulier des droits garantis par la Convention. Ça lui permettrait, à mon avis, d'avoir un fondement de plus pour pouvoir statuer. Voilà, moi, si vous voulez, l'impact que ça pourrait avoir. En fait, ça pourrait plus directement permettre aux droits de l'homme de vraiment, pour le coup, être un fondement plus assuré et, pour le juge interne. Alors là, je parle évidemment pour le juge français. Je sais que, par exemple, dans l'affaire Urogandal, c'est vrai que la Cour suprême des Pays-Bas, elle n'a pas hésité à dégager, enfin voilà, à se fonder sur l'article 8 et 2. Le juge administratif français, dans les affaires Grande-Synthe, il a refusé de le faire. Et il suffit de lire les conclusions du rapporteur public pour se rendre compte que pour lui, ce n'est pas un fondement qu'il faut utiliser, même hein, la Convention européenne. Donc voilà. Donc là, pour le coup, ça pourrait les inciter. En tout cas, ça leur donnerait un nouvel outil, un outil sur lequel ils pourraient s'appuyer, en plus de ceux dont ils disposent déjà. Merci, on voit vraiment du coup l'apport d'un protocole additionnel. Merci pour ces éclaircissements. J'ai peut-être le temps de vous poser une autre question. Du coup, le droit en environnement pourrait être mobilisé pour quel type d'action, à votre avis? Donc, les actions climatiques, ce qui est lié à la biodiversité, les pollutions. On a vu qu'on a eu, du coup, on peut peut-être avoir un enseignement là, des 3 premières décisions qui ont été rendues le 9 avril 2024, comment se positionne la Cour par exemple, sur le contentieux climatique, et voir en fait, du coup, faire un lien avec l'application de ce droit à l'environnement. Victoria, si vous voulez. Oui, je vais surtout répondre à la première partie de cette question concernant le type d'action que le droit à un environnement sain pourra permettre. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, le droit à un environnement sain contient des sous-éléments et donc les États auraient l'obligation de prendre des mesures efficaces pour protéger ces sous-éléments du droit à l'environnement sain. Donc, par exemple, pour lutter contre le changement climatique, puisque le droit à un environnement sain inclut le droit à un climat sûr et stable, donc en cas de manquement d'un État, c'est-à-dire en l'absence de mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique, comme pour la Suisse, ce droit pourrait être utilisé dans le cadre d'une action climatique. Mais donc du coup, le droit à un environnement sain pourrait aussi être utilisé pour des actions pour manquement d'un État contre la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau ou manquement d'un État contre l'utilisation de pesticides dangereux pour la santé humaine qui sont utilisés pour la production de denrées alimentaires, par exemple. Donc, ce droit, grâce à ces sous-éléments, pourra être utilisé pour de nombreuses actions et également, vous mentionnez la lutte contre la perte de la biodiversité. D'ailleurs, le protocole, je trouve, en tout cas le projet de protocole, je ne sais pas s'il sera adopté tel quel, mais certainement pas. Mais en tout cas, la protection de la biodiversité dans ce projet parle de devoir de protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc la protection de la biodiversité, en tout cas, elle est très présente dans ce protocole comparé à d'autres projets similaires. Et je vais laisser Paul analyser les 3 affaires de la Cour. Victoria. Oui, alors, oui, parce que là, la réponse à la question, elle n'est pas facile. Et j'espère que la réponse va être claire, en fait, du coup. Parce qu'avant d'en venir aux 3 décisions, enfin, en gros, il y a 2 décisions, puisqu'il y a 2 décisions d'irrecevabilité et un arrêt. Hein. Mais avant d'en venir là, le droit, pour quel type d'action il peut être mobilisé? Ça dépend, en fait, ça dépend à quel moment on se place. Est-ce que
tel qu'il est appliqué à l'heure actuelle dans la jurisprudence européenne, ce qu'on appelle le droit à un environnement sain, il est circonscrit à un certain, voilà, à un certain objet qui peut concerner certaines nuisances de proximité ou des gros épisodes de pollution, des pollutions chroniques ou des accidents écologiques. C'est pour moi ce qu'on appelle droit à un environnement sain dans la jurisprudence de la Cour à l'heure actuelle, c'est limité à ça, c'est-à-dire que c'est des pollutions chroniques dont la source est bien identifiée, c'est des accidents écologiques pareil, dont la cause est bien identifiée, et la source on peut l'appréhender. Par contre, à l'heure actuelle, dans la jurisprudence, le droit à un environnement sain, protégé jurisprudentiel, protégé par le juge européen, il ne permet pas de se plaindre d'une perte de biodiversité. D'ailleurs, la Cour, elle le dit toujours, l'environnement, la Convention ne prévoit pas une protection de l'environnement en tant que telle. Donc en réalité, on va dire le caractère écocentré de la protection, il est formellement exclu par le juge européen. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, on en revient un petit peu à la question qui était tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on passe par des notions qui sont des notions anthropocentrées pour pouvoir caractériser une atteinte. Donc en fait, voilà, la perte de biodiversité, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc si contre quoi il pourrait être mobilisé, voilà, ça dépend comment on se place. À l'heure actuelle, dans la jurisprudence, c'est plutôt limité. Et après, dans le protocole, après, il reste à savoir comment sera utilisé le protocole s'il est adopté et s'il est en vigueur. Voilà, ça, c'est un peu la première question. Et la question des décisions et de l'arrêt du 9 avril, des trois, donc je vais parler de décisions sans générique, mais de la Grande Chambre. Pour moi, il s'est passé quelque chose, c'est une date qui est quand même assez importante, et pour moi, là, il y a une bifurcation dans la jurisprudence, c'est-à-dire qu'en fait, la Cour, elle distingue bien, elle se sert de sa jurisprudence environnementale de base, comme base de son raisonnement, mais elle va vers autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, elle distingue, voilà, ce qui relève du droit à un environnement sain et protégé, d'une part, et puis ce qui relève de la protection effective contre l'inaction climatique des États. Et pour moi, là, maintenant, on est face à deux objets différents. C'est-à-dire que la jurisprudence environnementale, c'est un petit peu comme si elle s'était, voilà, elle s'est séparée en deux branches. Voilà. Il y a le bloc environnement sain, et celui-ci, en fait, ça reste un objet bien circonscrit, comme je le disais tout à l'heure, c'est soit des nuisances de proximité ou des grosses pollutions ou des accidents écologiques. Ça s'arrête là, et sinon, on a maintenant la protection effective contre les effets du changement climatique. Et c'est pour moi deux choses différentes, et quand bien même la Cour, elle estime en effet que la question du changement climatique relève d'une question d'environnement au sens général, pour le coup, elle fait bien la distinction, et d'ailleurs, dans l'affaire portugaise, elle le dit très clairement qu'elle est obligée de le faire. Je cite, hein, si je peux, je cite, hein, si sa jurisprudence existante peut être utile jusqu'à un certain point en ce qui concerne les litiges relatifs au changement climatique, les questions juridiques soulevées par le changement climatique présentent d'importantes différences avec celles qui ont été traitées jusqu'à aujourd'hui dans les affaires environnementales, et elles appellent donc un examen spécifique par la Cour. Et ça, en fait, la Cour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée quelque chose d'autre. Déjà, elle consacre un nouveau droit et des obligations qui sont corrélatives, et qui permettent sa protection. Et elle l'explique bien elle dit voilà la différence en fait. Les affaires qui concernent le droit à un environnement sain classique, la source, elle se distingue des affaires climatiques par la source du dommage, par les effets du dommage, par les victimes du dommage et par les mesures à prendre face au risque de dommage, parce que principalement c'est à ça qu'on a affaire. Dans un cas, l'environnement classique, environnement sain, la source du dommage, elle est spécifique, elle est localisable, identifiable. On sait que c'est telle entreprise polluante, on sait que c'est l'accident, on sait qu'il vient de telle décharge ou de telle digue qui a cédé. Enfin voilà. À l'inverse, la source pour le changement climatique, elle nous dit, là, en fait, la source du dommage, elle est multiple. C'est une agrégation de différentes émissions qui, en plus, sont produites dans des états à des moments différents. C'est difficilement identifiable parce qu'en plus, ce n'est pas toxique, contrairement aux affaires de pollution plus classiques. Et ce n'est pas limité à des activités spécifiques. C'est tout le monde, c'est vous,
c'est moi, c'est aussi l'industriel du coin, voilà, c'est complexe. Elle nous dit aussi que les effets du dommage ne sont pas les mêmes, parce que les effets sont plus identifiables dans les affaires environnementales qu'elle a jugées de manière classique, alors que dans le cadre du changement climatique, c'est diffus dans l'espace, c'est diffus dans le temps, ça se manifeste, voilà, c'est ça que ça peut se manifester à différents moments, puis ça va être diversifié dans les effets. Ça peut être simplement un problème de récolte qui va affamer une partie du monde. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Les victimes, pareil, en termes de victimes, dans les affaires droit à un environnement sain, entre guillemets, c'est-à-dire ces affaires environnementales classiques, c'est des individus ou des groupes d'individus clairement identifiés. Et le lien de causalité, il est quand même s'il est difficile à établir pour les victimes, il peut quand même être établi entre les victimes et la source. Et alors que pour le changement climatique, c'est ce qu'elle nous dit, il y a quand même un problème, c'est qu'en fait, potentiellement, ça touche tout le monde. Donc, les victimes sont plus difficilement identifiables. Et puis, les mesures à prendre ne sont pas de même nature non plus, puisque dans un cas, on peut savoir quelles sont les mesures plus spécifiques qu'on peut prendre pour éviter que les États auraient dû prendre pour éviter le dommage ou pour réduire le risque de dommage. Par contre, pour le changement climatique, en fait, elle nous dit que ça nécessite en fait la mise en œuvre d'une politique générale, de normes, contenant un ensemble très large et très complexe d'actions à prendre pour pouvoir lutter contre ça. Et c'est pour ça qu'en fait, elle distingue et qu'à mon sens, maintenant, on peut considérer qu'il y a il y a deux axes en fait. L'environnement sain, il est mobilisable pour un type de problème bien spécifique et la protection effective contre les effets du changement climatique, c'est autre chose. Et pour le coup, vraiment ce qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre qui sont susceptibles d'aggraver le problème, en fait. Donc voilà. Donc je pense que les 3 décisions du 9 avril, elles ne concernent pas la protection du droit à un environnement sain stricto sensu, en fait. C'est autre chose. Même si la Cour s'appuie sur cette base pour... voilà. Mais en adaptant cette jurisprudence à un autre objet, voilà, elle nous dit, voilà, donc je pense que maintenant, sa jurisprudence pourrait être utilisée pour à la fois les actions climatiques, et ce sera utilisé d'une certaine manière dans un bloc particulier, et puis pour tout ce qui était jusque-là, pollution, accident écologique, on pourra mobiliser ce qui existait déjà, qui n'a pas changé en fait pour ce type d'objet. Le paradoxe, il est là aussi que l'objet de la protection reste le même, c'est-à-dire qu'on se place dans le cadre des affaires climatiques ou des affaires de pollution plus classiques, dans les deux cas, c'est le même objet qui est protégé par la Cour. C'est la vie, la santé, la qualité de vie, le bien-être. En gros, voilà, c'est ça. Merci pour cette analyse. Merci beaucoup. On est arrivé du coup au bout de notre débat en termes de temps. Merci à tous les deux pour ces explications, ces éclaircissements et puis pour votre expertise. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Et puis du coup, maintenant, on va passer à l'intervention d'Ilham Kombila qui va nous parler du coup de la pratique du droit à un environnement sain. Ilham, je vous laisse du coup la parole. Merci beaucoup. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour les interventions qui ont précédé. Paul et Victoria, j'ai appris beaucoup de choses qui, en tant que praticienne, vont m'aider. Surtout, en tout cas, l'intérêt principal, moi, que je vois à ce protocole, c'est évidemment que le juge interne, en tout cas, je parle du juge français, ça lui donnera évidemment des ressources supplémentaires. Et en tout cas, nous, en tant qu'avocats, ça nous donnerait des ressources supplémentaires pour pouvoir aller devant le juge parce que tout simplement, il y a un dialogue des juges qui existe. Donc, si le protocole existe, On a un petit problème technique. Ilham, je ne sais pas si vous m'entendez. A priori, elle a disparu de la circulation. Oui, c'est un problème de connexion a priori.
peut-être essayer de se reconnecter. Je vérifie. Ah, je la vois dans les participants. Même si vous voulez essayer de vous déconnecter, de vous reconnecter. Ah, désolée, on a un petit problème technique, on a perdu Ilham. Ah, allez, reviens. Oui, déconnecter et reconnecter parce que je ne vous voyais plus non plus. Donc, voilà, j'espère que ça va bien se passer maintenant. Ouais, ce que je disais, c'est qu'évidemment, comme la Cour européenne des droits de l'homme sera l'interprète authentique du nouveau dispositif, ça permettra évidemment non seulement de lui donner des possibilités pour pouvoir se pencher sur l'ensemble du droit à un environnement sain tel qu'on peut le retrouver en droit interne, mais en plus, ça donnera évidemment un guide au juge interne pour lui-même peut-être réinterpréter ou utiliser, renouveler sa propre jurisprudence. Je vais vous partager mon écran parce que j'ai prévu un support pour vous présenter un petit peu tout ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, vous me dites si c'est bon. Je vous laisse me dire si c'est bon. Oui, oui, ça fonctionne. Ah oui, c'est bon. Pour moi, c'est OK. Ouais. Plus du coup. Merci. Donc, voilà, moi, on m'a demandé d'intervenir sur la pratique du droit à un environnement sain, étant donné que je suis avocate et que je travaille ces sujets. Et donc, évidemment, comme on l'a dit, hein, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, enfin, les décisions ne reconnaissent absolument pas le droit à un environnement sain, mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas quand même des leviers à son application en droit interne, mais également des freins, et c'est ces éléments que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Donc déjà, quels sont les leviers qui animent l'utilisation du droit à un environnement sain? Bien évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que tout d'abord, la France a consacré expressément le droit à un environnement sain, mais l'a consacré dans le cadre de la Charte de l'environnement en 2004, mais le législateur français n'avait pas attendu cette consécration pour protéger l'environnement. L'exemple le plus topique de cette protection, c'est tout ce qui concerne la police administrative, c'est-à-dire tous les moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique, etc. Et la protection de l'environnement entre évidemment dans le domaine d'application de cette police administrative. Et l'exemple le plus typique de cela, c'est les législations en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. Donc, c'est des usines, des ateliers, des dépôts, enfin des installations qui sont exploitées par des personnes privées, publiques, mais qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients. Et en tout cas,
ces exploitations sont encadrées par le Code de l'environnement. On a d'ailleurs un Code de l'environnement qui permet de protéger le droit à un environnement sain. Et en tout cas, ces installations les plus dangereuses doivent faire l'objet d'une autorisation administrative avant d'être exploitées. Donc, il y a tout un contentieux, évidemment, sur ces questions-là, avant même la reconnaissance du droit à un environnement sain à proprement parler. Et donc, il y a de nombreuses illustrations, même plus anciennes là que je vous mets, de cette reconnaissance. Et en tout cas, ce droit a acquis, évidemment, sous une formulation différente, une valeur constitutionnelle grâce à la Charte de l'environnement qui a été adoptée en 2004. Et cette reconnaissance a cela d'intéressant, c'est qu'elle a permis une revalorisation, en fait, de ce droit à un environnement sain, ou en tout cas de cette protection de l'environnement. Parce que tout d'abord, évidemment, le fait de constitutionnaliser un droit lui donne une valeur supplémentaire. Mais il faut savoir que dans un premier temps, cette reconnaissance n'a pas permis aux particuliers de pouvoir invoquer le droit à un environnement sain devant le juge judiciaire, parce que le Conseil constitutionnel, en tout cas, déclarait en 2008 que ce droit n'était pas invocable par les particuliers, tout simplement parce que les devoirs qui étaient définis par la Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle étaient des normes qui s'imposaient au pouvoir public et aux autorités administratives, donc dans leurs compétences et dans l'exercice de leurs compétences. Il a fallu attendre dans un second temps une reconnaissance de ce droit en tant que droit subjectif à proprement parler, pour qu'il puisse être invoqué entre particuliers devant le juge judiciaire. C'est dans le cadre d'une décision QPC en 2011 que le Conseil constitutionnel est revenu sur sa première interprétation et a considéré que l'application de la charte était valable pour l'ensemble des personnes, c'est-à-dire les personnes privées, morales, publiques, et que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé pouvait être invoqué par les particuliers et entre particuliers. Et c'est ce qui a ouvert notamment la voie, non seulement à un droit subjectif, mais aussi à la reconnaissance du préjudice écologique pur, c'est-à-dire à la protection de l'environnement pour les atteintes à l'environnement en elle-même et pas seulement l'impact sur les particuliers. Et puis, un troisième exemple de cette revalorisation, c'est une décision un peu plus récente du Conseil d'État du 20 septembre 2022 qui est mise là, qui est la reconnaissance par le juge administratif du droit à un environnement sain comme liberté fondamentale. Et c'est important parce que là, dans cette décision, le Conseil d'État était saisi par des particuliers qui demandaient en fait en urgence la suspension de travaux routiers pour atteinte à l'environnement, et le Conseil d'État a estimé que dans le cadre d'une procédure d'urgence qui est le référé liberté en l'occurrence, on pouvait invoquer ce droit fondamental à un environnement sain, en tout cas ce droit à un environnement sain. Et cette décision est importante parce que le Conseil d'État va rappeler que les recours possibles en matière d'atteinte à l'environnement devant le juge des référés vont pouvoir désormais être utilisés. Donc, pas seulement le référé liberté, mais aussi le référé suspension qui permet de suspendre, par exemple, un chantier, mais également le référé mesure utile qui permet en urgence de demander des mesures pour faire cesser, par exemple, une pollution. Et que donc il va y avoir une possibilité d'action véritablement beaucoup plus rapide que dans les contentieux traditionnels qui sont devant le juge administratif. Là, je vous ai mis des exemples de revalorisation plus dans le cadre contentieux, mais bien évidemment, il y a plein d'autres exemples de la valorisation du droit à un environnement sain, notamment par le législateur. On peut citer par exemple la loi Climat Résilience du 22 août 2021, qui traduit en fait une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui vise à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. On peut également citer la procédure du référé pénal environnemental, qui est un mécanisme qui permet d'agir
aussi rapidement, puisque comme tous les référés, ça permet d'agir en urgence. Ça permet d'agir là, en l'occurrence, en cas de non-respect de certaines dispositions du Code de l'environnement et du Code minier. Et ça permet, là encore, de mettre en place des mesures utiles si nécessaire. Donc, cette revalorisation, elle intervient dans un contexte où le droit à un environnement sain, il est, en tout cas, protégé. En pratique, on peut utiliser ce droit de manière extrêmement diversifiée. On peut l'utiliser déjà de manière préventive et curative, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour empêcher des atteintes à l'environnement. Par exemple, on peut s'opposer à des permis de construire qui auraient pour conséquence des atteintes à l'environnement. Voilà. On peut aussi évidemment agir de manière curative, c'est-à-dire engager par exemple la responsabilité en cas de pollution. Donc il y a véritablement des actions en amont et en aval. Et là, je vous ai mis un schéma qui présente les différentes préjudices qui peuvent concerner l'atteinte à l'environnement. Donc, on voit qu'il y a des préjudices qui peuvent être causés sur l'environnement directement et d'autres préjudices qui peuvent être causés à l'homme. Alors, attendez, je vais juste m'échapper un instant. Ouais, je vérifie que vous êtes toujours là parce que ça m'a fait un petit peu peur tout à l'heure. Et non, on est toujours là, on vous écoute. Vous êtes pas silencieux, donc je me dis, bon, ils sont toujours là. Oui. Donc, ça permet quand même de voir un peu toute la palette des atteintes, en fait, qui permettent d'engager, là, en l'occurrence, la responsabilité de personnes qui porteraient atteinte à l'environnement. Et donc, dans tout le cadre de ces actions, on peut évidemment agir sur le terrain. Donc ça, c'est les différents leviers qu'on peut globalement présenter parce que, vu le temps qui m'est imparti, je ne peux pas rentrer dans le détail, évidemment, de chacun des préjudices et des possibilités d'action dans ces différents domaines. Voyons maintenant quels sont les freins qui limitent l'utilisation du droit à un environnement sain. Alors, là, pour vous présenter un peu les freins, je vais illustrer concrètement avec des affaires, ou en tout cas des dossiers sur lesquels pour lesquels j'ai travaillé ou j'ai contribué. Et un des premiers gros freins qu'on a pu, moi j'ai pu rencontrer avec d'autres, c'est posé en matière de contentieux de la santé environnementale. Donc, comme je vous le montrais là dans la présentation, les atteintes à l'environnement peuvent évidemment causer des préjudices sur l'environnement lui-même, la nature, etc., mais aussi des préjudices à l'homme. Et parmi ces préjudices qui sont causés à l'homme, il y a évidemment potentiellement des atteintes à la santé environnementale. Les atteintes à la santé environnementale, même s'il existe tout un corpus juridique qui permet d'aller devant le juge pour engager la responsabilité, il y a beaucoup de difficultés à établir le lien de causalité qu'il y a entre une pollution ou une source de pollution ou une atteinte à l'environnement plus généralement et une maladie qui serait développée par une personne. Parce que il y a des pollutions qui sont diffuses, qui sont multifactorielles. Parfois, il y a simplement le risque d'être malade et la maladie n'est pas nécessairement déclarée, mais il y a simplement le fait d'être confronté à un polluant. Et donc le préjudice qui est censé en droit interne être prouvé de manière presque irréfutable, il y a tout un cadre juridique à la démonstration de la responsabilité qui parfois empêche tout simplement de démontrer le lien qu'il y a entre la pollution et la maladie. Et puis, il y a aussi un autre élément, une autre difficulté, c'est que pour pouvoir établir ce lien de causalité ou
la probabilité avérée d'un risque pour la santé suffisamment forte, et on a besoin de données scientifiques. Et donc, on a besoin de spécialistes de ces questions. Et pour pouvoir donc prouver ces choses, notamment dans le cadre d'expertise, il faut que les experts soient véritablement des experts des questions qui sont traitées. Et souvent, les experts qui sont désignés par les juridictions ne sont pas des toxicologues ou des épidémiologues qui sont spécialistes des effets, je ne sais pas moi, des PFAS par exemple, ou des cocktails de polluants dans un organisme. Et en plus, ces études, les expertises qui vont être menées sont extrêmement chères. Et quand c'est une victime qui mène l'action, c'est à elle d'apporter des preuves. Et donc, quand une expertise est menée, les frais, en tout cas, sont impactés directement dans son portefeuille. Et parfois, en tout cas souvent, des victimes, en fait, ne vont pas aller jusqu'au bout de leur action, tout simplement parce qu'elles ne disposent pas des moyens financiers pour pouvoir mener l'action. Donc, la conséquence de tout cela, c'est qu'en santé environnementale, en fait, le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage est extrêmement difficile à prouver. Et une des conséquences, mais ce n'est pas forcément la conséquence directe parce qu'il y a plusieurs explications à cela, mais c'est que les victimes sont faiblement indemnisées. Donc non seulement elles ne peuvent pas avoir gain de cause, souvent, parce que la preuve est difficile à établir, mais en plus, quand elles ont gain de cause, elles sont très faiblement indemnisées. Donc ça, c'est une première limitation, et je vous ai mis là, je vous mettrai le lien ensuite dans le chat. On a élaboré un livre blanc sur le contentieux de la santé environnementale qui détaille tous ces éléments, qui fait un état des lieux des jurisprudences, des avancées, des reculs. Il est très didactique pour des juristes ou des non-juristes. Donc, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations là-dessus, c'est intéressant d'aller le voir parce qu'il y a aussi évidemment des leviers d'action institutionnels sur la formation des juridictions, la spécialisation des juges, etc., qui sont mis en avant et là que je n'évoque pas. Un autre exemple que je voulais porter à votre connaissance sur les freins ou comment concrètement on peut rencontrer des freins, c'est autour du contentieux de l'accès à l'eau dans les départements et régions d'outre-mer. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans le cadre de l'action Soif de justice de notre affaire à tous, je vous mettrai aussi le lien dans le chat, notre affaire à tous, et en tout cas, moi, j'ai été l'avocate sur ce dossier pour le plaider. On a mené un projet de recherche-action pendant plus d'une année sur l'accès à l'eau dans les Outre-mer, parce que c'est une situation qui est assez symptomatique en matière environnementale. Et on s'est retrouvé face à la situation d'une sécheresse extrême à Mayotte l'année dernière. Et donc, on a lancé un référé liberté pour demander de faire reconnaître l'impact de cette sécheresse sur les droits fondamentaux des Mahorais. Il faut savoir que, en fait, ce qui se passe dans cette situation, c'est que certes, il y a une sécheresse, mais qu'en fait, il y a toutes les infrastructures qui n'ont pas été mises en place. Il y a des scandales de corruption, il y a toute une mauvaise gestion globale des collectivités territoriales, mais aussi de l'État sur ce territoire, qui entraîne la situation de pénurie d'eau. Ce n'est pas juste la sécheresse, c'est une sécheresse qui était prévisible et prévue, qui se confronte à un désengagement de l'État et une absence d'intervention de l'État sur ce territoire. Donc, l'idée de ce référé liberté, c'était de demander en urgence une action de l'État pour qu'il déclenche un plan Orsec eau potable sur le terrain et qu'il tout simplement donne de l'eau en quantité et en qualité, en quantité suffisante et en qualité aux Mahorais pendant cette crise, et donc de rétablir évidemment la fourniture d'eau et d'enjoindre l'État, en fait. On avait toute une série de mesures qu'on proposait
pour que l'État soit plus à même de respecter ses engagements en termes d'eau. Et ce qui est assez difficile dans le cadre de ce référé, c'est qu'il s'agit d'une procédure d'urgence qui est encadrée. Et donc, comme toute procédure d'urgence, il y a des critères de recevabilité en tout cas à respecter. Et il faut notamment démontrer qu'il y a une menace imminente qui amène à déclencher la procédure d'urgence pour obtenir une action dans les 48 heures. Et c'est une des conditions qui est la plus difficile à remplir, et c'est pour ça que la majorité des ordonnances rejettent la demande des requérants pour défaut d'urgence, et ça a été le cas dans notre contentieux. On a fait ensuite appel devant le Conseil d'État. Et en fait, ce qui se passe, en l'occurrence, quand on rejette une requête pour défaut d'urgence, c'est que le juge va considérer que le problème est structurel. Donc là, par exemple, à Mayotte, le problème de l'accès à l'eau a été considéré comme structurel, quand bien même il y avait une atteinte aux droits fondamentaux, c'est-à-dire au droit à la vie privée et familiale, au droit à un environnement sain, au droit à l'éducation, etc. Ça n'a pas été remis en question, hein, mais il y avait, selon le juge, pas, en tout cas, c'est pas qu'il n'y avait pas d'urgence dans la situation, mais c'est simplement qu'il n'avait pas les compétences, lui, pour agir dans les 48 heures, ni les moyens pour pouvoir modifier la situation qu'il estimait structurelle dans les 48 heures. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ces quelques exemples, illustrations pratiques que j'ai pu rencontrer sur le terrain. Merci beaucoup, Ilaim Kombila. C'était très intéressant, très enrichissant. Et il nous reste donc un peu de temps pour des questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà dans le chat. Donc, une première question. La charge du droit à un environnement sain ne doit-elle pas être supportée que par les seuls États? Une société peut-elle en être débitrice et comment? Donc, j'imagine que c'est peut-être une question qui fait référence aux entreprises, aux autres organisations qui peuvent également être responsables du changement climatique et des impacts néfastes sur l'environnement. Voilà, si un de vous trois veut commencer à répondre. Oui, alors si le droit à un environnement sain est reconnu, de toute façon, les sociétés seront nécessairement débitrices et devront respecter le droit autant que les États et autant que les autres citoyens devront respecter ce droit. Ilaim Kombila ou Paul Baumann, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou... Moi, juste, oui, effectivement, toute entité publique ou privée, une société, en tout cas pour tout ce qui est le droit à un environnement sain ou l'application du Code de l'environnement, doivent respecter en fait ces règles. Hein. Donc, il y a tout un tas de normes en droit interne qui s'appliquent évidemment aux entreprises. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tellement d'exemples que c'est pas forcément… La question qui se pose, et je pense qui est peut-être sous-jacente derrière cette interrogation, c'est plus peut-être sur la question des gaz à effet de serre et finalement la pollution de l'air. Et du respect des engagements par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Parce que là, en tout cas, les contentieux qui sont menés par notre affaire à tous concernent des entreprises par rapport à un devoir qu'auraient aussi les grandes sociétés polluantes par rapport aux engagements internationaux en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que pour l'instant, les contentieux qui ont été menés et gagnés, notamment par notre affaire à tous, mais aussi d'autres associations,
concernent des contentieux qui étaient contre l'État, dirigés contre les États, parce que c'est les États qui, en tant que partie à des accords internationaux, sont les destinataires, en tout cas doivent appliquer les obligations qui se sont eux-mêmes posées et qui énervent évidemment le droit national, mais en tout cas, ces accords internationaux visent les États. Et donc, tout le développement en fait, des contentieux contre les entreprises, c'est-à-dire Total, voilà, Total sur Total ou sur BNP, etc., vise à diriger plus maintenant ces actions sur des entreprises, en essayant de trouver des leviers comme les leviers qui existent, hein, c'est-à-dire les obligations en matière environnementale des entreprises, mais qui sont malheureusement pas toujours suffisants. Donc, ce serait intéressant dans un protocole je ne sais pas si les États iront jusque-là, mais de poser des véritables obligations en matière d'émissions de gaz à effet de serre aux entreprises. Une petite remarque sur, en fait, voilà, dans la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme, sur la question de l'environnement sain, les obligations s'adressent principalement aux États, les obligations positives s'adressent aux États qui doivent réglementer l'activité du secteur privé. En fait, ça se traduit essentiellement par des mesures de police administrative. Donc d'ailleurs, je ne suis pas certain que ce soit le plus efficace. D'ailleurs, j'avais une question là-dessus, c'est de savoir si, parce que ton intervention, Ilham, c'était intéressant, parce que déjà, ça illustre bien que la question le média du droit fondamental, ça a mis quand même un certain temps à être reconnu au plan interne. Et la question, et que le fondement initial, en fait, à la protection de l'environnement, c'était la police administrative, en fait, quelque part. Et là, je me pose la question de savoir si quel est le média le plus efficace, voilà, la police administrative ou l'utilisation du droit fondamental. Ça, c'est une question que je me posais. Mais concernant le droit à un environnement sain et les obligations, donc elles reposent principalement sur les États qui doivent les faire reposer sur les entreprises. Après, bon, ça pose évidemment la question de l'effectivité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Par contre, en ce qui concerne le changement climatique, là, c'est quand même très différent parce qu'il y a la notion d'équité intergénérationnelle qui intervient là-dedans. Et la Cour, elle le dit très clairement. Je n'ai pas retrouvé, justement, je cherchais l'expression dans l'affaire suisse notamment, et dit qu'en ce qui concerne plus précisément les gaz à effet de serre, tout le monde, c'est-à-dire vraiment tout le monde va avoir sa part à effectuer en fait dans la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire les simples citoyens comme les grandes entreprises et les États. Et ça pose évidemment la question de l'équité intergénérationnelle, qui est d'ailleurs un peu au centre, qui est au centre du raisonnement du juge européen, qui s'inspire d'ailleurs en grande partie de la Cour fédérale allemande, parce qu'elle dit plus l'État, plus l'inaction de l'État dure, plus la charge pour les générations futures va être importante. Donc il est nécessaire, et je pense que c'est un petit peu ce qui l'a amené à franchir le pas, la Cour, en matière de changement climatique, c'est que si on ne reconnaît pas tout de suite une obligation à la charge des États, parce que l'obligation qui est mise à la charge des États, elle va se répercuter aussi sur les individus. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se traduire aussi, alors ça c'est un peu le paradoxe en fait, de la lutte contre le changement climatique et du fait d'utiliser des droits de l'homme pour obliger l'État à agir, c'est qu'en fait, l'État, en agissant, il va aussi venir quelque part restreindre l'exercice de certains droits et libertés. Voilà. Et là aussi, du coup, il y aura les individus aussi auront leur charge à assumer, à assurer et à assumer, et pas seulement les entreprises. Le risque, il est d'ailleurs là, en fait, c'est d'arriver à trouver une égalité dans la charge, collectivement dans la charge que chacun devra assumer pour faire face, en particulier pour réduire les gaz à effet de serre et donc pour réduire l'impact du changement climatique. Voilà,
les remarques, tout en sachant que moi j'ai opéré cette distinction parce qu'il y a vraiment ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les pollutions qui relèvent plutôt de l'environnement sain au sens du droit européen, où là les obligations sont plus individualisées en fait. Par contre, pour le changement climatique, elles seront collectives. Et donc voilà, alors après, pour ce qui concerne le droit à un environnement sain, stricto sensu, c'est plutôt des obligations individuelles, et pour la protection contre les effets du changement climatique, là pour le coup, oui, on est plus dans le cadre d'obligations dont tout le monde devra, qui vont être à la charge d'un peu tout le monde. Mais alors après, toute la question, ça va être de savoir comment elles vont être réparties. C'est même le principal problème en pratique, je pense. Oui, merci beaucoup. Oui, il y a toute cette question, on parlait d'équité intergénérationnelle qui pose question. Il y avait une deuxième question dans le chat. Quelle articulation avec les récentes directives européennes, CSRD, CS3D, au vu de la place qu'occupe le droit à un environnement sain dans les constitutions des pays dits émergents, par exemple en Afrique subsaharienne, dans lesquels peuvent intervenir des entreprises européennes? Donc le lien avec les obligations qu'impose l'Union européenne aux États et aux entreprises qui ensuite interviennent dans des États au sein desquels le droit à un environnement sain a une place centrale. Est-ce que l'un de vous a... Pour le coup, moi, je vais botter en touche parce que je ne suis pas trop au fait du droit de l'Union européenne. Pareil, je ne suis pas très familière avec ces directives, désolée. Pas de problème. Moi, je vais juste rebondir. Je n'ai pas lu le détail de ces directives, mais j'ai participé l'année dernière au One Forest Summit qui a été organisé au Gabon. Et toutes ces questions se sont évidemment posées parce qu'il y a tout un enjeu de traçabilité, notamment sur voilà, l'exploitation des filières, les entreprises. En gros, voilà, tout simplement. Par exemple, des règles en matière d'interdiction de la déforestation pour protéger la forêt équatoriale et de voir la provenance du bois, est-ce qu'ils viennent d'un État qui protège ou pas sa forêt, comment c'est exploité, voilà. Et même chose sur la traçabilité des matières premières, mais aussi, je sais pas moi, du cacao, du café, etc. Et je pense qu'il y a une logique, en tout cas, moi, ce que j'ai perçu des échanges qui étaient sur ces points-là, que, en tout cas, les dirigeants de ces États, qu'on peut critiquer par ailleurs, mais qui étaient plutôt dans une volonté de bonne volonté par rapport à ces exigences européennes, parce qu'ils comprennent en tout cas, pour eux, la protection de l'environnement reste une potentielle ressource, et notamment une ressource financière. Donc, ces directives ou ces obligations qui vont par ricochet s'imposer aux États, en tout cas de ceux qui étaient concernés par le One Forest Summit, vont leur permettre notamment de générer des crédits carbone. Et eux, en tout cas, leur intérêt, c'est un intérêt financier. Si ils vont devoir sortir potentiellement du post-pétrole ou d'autres choses, eh bien, c'est de pouvoir récupérer des subsides grâce aux crédits carbone qui vont être générés par la protection de l'environnement, qui vont pouvoir garantir. Donc, il peut y avoir une forme comme ça de marchandisation, ou en tout cas de répartition de la charge, justement la charge de soit des émissions, soit du fait de les réduire, ou en tout cas de les absorber par le biais d'un système financier. Donc, les règles qui auraient été imposées par l'Union européenne n'étaient pas vues comme quelque chose de néfaste, mais plutôt comme des éléments qui permettaient d'encadrer finalement ces relations économiques, entre guillemets, vertes.
Donc, voilà, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense que c'est extrêmement important quand même ces dispositifs. Je ne connais pas véritablement leurs détails, mais parce que se pose véritablement la question des enjeux, notamment par exemple des minerais en RDC. Il y a des questions d'inégalité environnementale et climatique par rapport à des zones qui sont confrontées à des situations horribles pour que nous puissions, nous, continuer à préserver un certain modèle de développement. Donc, je pense qu'il y a véritablement quand même un intérêt à poser les bases d'un encadrement. Par contre, évidemment, comment se posent ces bases si elles se font dans un dialogue et une sorte d'élément de compensation qui permet à des États qui vont supporter de manière voilà, en conséquence ces dispositifs, il faut qu'il y ait quand même une contrepartie qui soit réfléchie en termes économiques et en termes peut-être d'aide aussi au développement. Voilà, c'est les réflexions que je peux avoir sur cette question sans avoir lu le détail des directives. Merci beaucoup. Ça donnait déjà en tout cas des premiers éléments de réponse. Malheureusement, on court un peu après le temps, donc on va devoir conclure. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions, pour vos réponses. Tout ça a été très instructif. On est très heureux d'avoir pu vous recevoir. Et merci à tous d'avoir suivi cette conférence. On espère qu'elle vous a autant plu qu'à nous. Et dans le chat, il y a les liens qui ont été mis vers notamment la thèse de Paul Baumann et également les réseaux sociaux de Notre Affaire à tous. Voilà, n'hésitez pas si le travail qui est fait vous intéresse. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour l'invitation encore et bonne soirée à tous. Merci Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, bonne soirée.